Donc c'est comme ça que ça a commencé. Voilà, Toi, à titre personnel, tu t'es dit, voilà, j'ai envie de telle information sur telle personne. Tu as été sur le site et puis tu t'es rendu compte que c'était peut-être pas, enfin c'était pas fluide, il y avait pas énormément de transparence. C'est Oui. comme ça que ça a commencé. Oui, je vois des articles de presse qui parlent de ces déclarations de mandat, mais moi je veux aller voir le contenu des déclarations. À la source même. Voilà, à la source. Et puis cette difficulté de les trouver. Alors moi j'avais dans ma spécialité dans le domaine du web cette question de visibilité des sites web dans les moteurs de recherche. Donc évidemment je voyais tout de suite qu'il manquait ce dernier bout du processus. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'ici et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Je te laisse te présenter peut-être d'abord en quelques mots. Oui, donc moi je m'appelle Christophe Angelu, je suis le fondateur du site Cumuléo, c'est pour cette raison-là que tu m'as invité. Et donc c'est un site qui recense les déclarations de mandats, fonctions et professions des mandataires politiques, on en reviendra certainement. Je suis architecte de formation et j'ai bifurqué dans le domaine du web il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Ce qui explique aussi probablement en partie la raison pour laquelle j'ai lancé ce site Cumuléo. Mais pour le moment, je m'occupe principalement de Cumuléo et tout ce qui gravite autour. Et puis j'ai toujours une activité en tant qu'indépendant dans le domaine du web. Ok, et donc l'objectif principal de Cumuléo, c'est vraiment la transparence. Oui, donc c'est vraiment un site qui, à la base, donc, a été créé pour donner plus de visibilité et donc plus de transparence aux déclarations de mandats, fonctions et professions des mandataires politiques. Ils ont chaque année l'obligation de déclarer toutes leurs activités, publiques mais aussi privées. Okay. L'objectif de ça, c'est la lutte contre les conflits d'intérêts. Chacun puisse voir quelles sont les activités, surtout annexes, des responsables politiques et voir s'il n'y a pas un moment dans leurs décisions politiques quelque chose qui serait prise sur base d'un conflit d'intérêts avec une activité privée. Et donc l'objectif du site, ça a été de mettre ces déclarations plus en avant, plus accessible aux citoyens via les moteurs de recherche, via tout ça, pour justement atteindre cette transparence qui était le but des déclarations de mandat. C'est déjà une bonne chose qu'on ait ces déclarations en Belgique, ce n'est pas le cas dans tous les pays. Oui, en effet, mais il manquait un peu le dernier bout du maillon, parce qu'en fait, officiellement, les déclarations de mandat sont publiées au Moniteur belge. En tout cas, c'était le cas au départ. Maintenant, c'est sur le site de la Cour des comptes. Mais c'était simplement publié au Moniteur belge. Et il faut aller chercher l'info. Voilà, il faut aller chercher, il faut la trouver. Donc moi, je crois que c'était la première fois que j'allais sur le site du Moniteur belge. Okay. C'est difficile à la trouver parce que je tapais des choses comme cumul de mandats ou voilà, ce qui c'est pas du tout le mode de fonctionnement. C'est pas un moteur de recherche, le site du Moniteur. Donc il faut plutôt avoir la date à laquelle ça a été publié et tout ça. Donc j'ai eu difficile à trouver ces déclarations. Je les avais connues via des articles de presse. Okay. Mais je voulais voir les données. Les articles de presse, ils parlent en général sur ces déclarations de mandat, mais ce qui m'intéressait, moi, c'était vraiment d'aller voir les données précisément pour tel ou tel mandataire politique. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Voilà, toi, à titre personnel, tu t'es dit, voilà, j'ai envie de telle information sur telle personne. Et donc tu as été sur le site et puis tu t'es rendu compte que c'était peut-être pas, enfin c'était pas fluide, il y avait pas énormément de transparence. C'est comme ça que ça a commencé. Oui, vraiment. Donc c'était de dire, moi je vois des articles de presse qui parlent de ces déclarations de mandat, mais moi je veux aller voir le contenu des déclarations. À la source même. Voilà, à la source. Et puis cette difficulté de les trouver, le côté non ergonomique aussi, parce que c'est un fichier PDF de plusieurs milliers de pages, c'est pas très pratique pour les consulter. Et alors moi, j'avais dans ma spécialité dans le domaine du web cette question de visibilité des sites web dans les moteurs de recherche. Donc évidemment, je voyais tout de suite qu'il manquait ce dernier bout du processus et que surtout les gens puissent découvrir ces déclarations de mandat sans savoir qu'on a un système de déclaration de mandat en Belgique. Simplement parce qu'ils s'intéressent à un responsable politique et ils font des recherches dans Google et ils tombent sur ces éléments-là. Alors qu'on ne tombe jamais sur le site du Moniteur belge en faisant une recherche sur le nom d'un mandataire politique. Parce qu'en matière de référencement, ça ne fonctionne pas. Ces fichiers PDF ne sont vraiment pas adaptés à une visibilité dans les moteurs de recherche. Si on tape maintenant le nom d'une personne politique
sur Google. Est-ce que Cumuleo va sortir dans les premiers normalement? Alors, ça dépend lesquels, parce qu'il y a une concurrence en matière de SEO, notamment tout ce qui est la presse a une belle visibilité, et c'est tout à fait normal. Mais globalement, en général, on retrouve assez bien positionné. Et donc c'est toujours un travail en cours pour essayer d'améliorer les choses. Mais c'est vraiment ça, le but, c'est que les gens découvrent ces déclarations de mandat tout en ne sachant pas que ça existe. Alors qu'au moniteur, il faut savoir quand ça a été publié pour retrouver l'information. Alors les journalistes avaient tendance, en tout cas les journalistes politiques, avaient tendance à aller rechercher les déclarations quand elles étaient publiées, mais le citoyen lambda, pas vraiment. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était même plus grave que ce que je pensais au départ, c'est que les déclarations de mandat, elles ont une seule finalité, c'est la transparence envers le citoyen. Donc elles ne servent qu'à ça. Donc, mais elles étaient cachées. Alors elles n'étaient pas cachées, mais elles étaient à un endroit où le citoyen globalement ne va pas voir au moniteur belge. Et donc à l'époque, en plus, la Cour des comptes, elle recevait toutes ces déclarations sur forme de papier, elle devait encoder tout ça. Donc ça a un coût aussi pour la société. C'est des dizaines de milliers de mandats chaque année. Donc c'était vraiment un gros travail pour la Cour des comptes. Et donc en fait, on n'atteignait pas la finalité exclusive de ces déclarations qui était de toucher le citoyen pour lutter contre ces conflits d'intérêts. Et donc toi, tu t'es dit qu'il fallait aller peut-être une étape plus loin que le gouvernement, parce que le gouvernement donc met à disposition, mais pas de la bonne manière, et donc tu t'es dit ok, je peux aller plus loin. Est-ce que quand tu as lancé, donc déjà quand est-ce que tu as lancé Cumuleo, et aussi quand tu l'as lancé, est-ce que tu t'es dit ok, je vais devoir faire moi tout le travail, ou est-ce que tu t'es aussi dit peut-être que l'État accepterait en fait de prendre ça en charge aussi, ou de créer un site web plus accessible, plus transparent? Ouais. Alors Cumuleo, je l'ai lancé en 2009 et j'ai repris les déclarations jusqu'au début de leur existence. Donc les premières années de déclaration, c'est les mandats exercés en 2004. Donc j'ai repris l'historique qu'il y avait à ce moment-là. Et en fait, oui, c'était vraiment pour passer de l'accessibilité à la transparence. Parce que je considère que les informations étaient accessibles, elles étaient publiquement disponibles au moniteur belge, mais pour moi, ce n'est pas ça la transparence. La transparence, c'est vraiment rendre ça beaucoup plus trouvable par les personnes. Alors, donc, j'ai lancé Cumuleo en 2009 et donc j'ai repris ces fichiers. C'était intéressant au niveau technique aussi dans mon métier parce que c'était un fichier PDF. Réussir à transformer ça pour mettre ça dans une base de données web, c'était un petit challenge intéressant au niveau technique, donc c'était assez passionnant. Je l'ai développé en fait la nuit, parce que je travaillais le jour et la nuit je travaillais sur Cumuleo, donc c'était une période assez sympathique. Et tu parlais de est-ce que l'État voudrait reprendre ça, mais en fait il y a le GRECO qui est l'organe anticorruption du Conseil de l'Europe. Qui fait des recommandations aux différents pays membres sur les manières de lutter contre la corruption. Et une des recommandations qu'ils ont fait, c'était que les déclarations soient aussi publiées sur le site de la Cour des comptes. Donc, il y avait moniteur belge exclusivement, et donc ils ont demandé que ça soit aussi sur la Cour des comptes. Maintenant, au niveau fédéral, ce n'est plus que sur le site de la Cour des comptes. Et donc la Cour des comptes a créé une sorte de Cumuleo, ça s'appelle Régimande. Ils ont copié le process. Ils ont un petit peu copié, mais ils l'ont fait comme un service public le fait. C'est-à-dire que c'est un environnement tout à fait fermé, non indexé par les moteurs de recherche, non indexable par les moteurs de recherche. Donc, en fait, on voit qu'il n'y a rien à faire. Quand l'État fait ce genre de démarche, il ne le fait pas comme il faudrait faire. Et tu penses que c'est volontaire de le faire de cette manière ou... Je pense que ça ne peut qu'être volontaire d'une certaine manière, alors directement, ou bien si c'est une culture. Mais on voit bien qu'il n'y a vraiment pas cette culture de la transparence en Belgique. En politique, il y a des discours sur la transparence, mais fondamentalement, le politique exècre la transparence. Ça, c'est vraiment, en 15 ans de Cumuleo, c'est une conclusion auquel je suis arrivé et qui se confirme à chaque fois, quoi. Donc voilà, donc on voit que sous l'impulsion d'un organe anticorruption, l'État fait une sorte de Cumuleo
Mais c'est raté, franchement, Ouais. ça n'atteint pas les objectifs. Bon, bah, du coup, Et toi, Cumuleo reste. tu as déjà essayé peut-être de les contacter pour proposer, je sais pas, hein, de mettre Cumuléo, pas uniquement en Belgique, mais de manière, enfin, en tout cas pour l'Europe, ou est-ce que c'est une envie de ta part ou... J'ai pensé à un moment, j'ai eu beaucoup de demandes de Français qui disaient ah, mais on voudrait vraiment la même chose en France, mais ils n'ont pas le même système de déclaration de mandat aussi systématique. Ils ont Mhm. d'autres systèmes intéressants parce qu'ils ont des déclarations de patrimoine, par exemple, qui sont publiques. Ce que nous, en fait, il y a aussi des déclarations de patrimoine, mais elles sont transmises sous pli scellé à la Cour des comptes, qui ne peut absolument pas les ouvrir. Ouais. Il n'y a qu'un magistrat qui peut demander l'ouverture des déclarations de patrimoine. Les déclarations de patrimoine, elles visent à lutter contre la corruption. Donc, c'est voir, en début de mandat, une personne doit déclarer tout son patrimoine. Et puis, quand elle a des changements de mandat ou en fin de mandat, elle doit aussi déclarer son patrimoine ou à un moment T, un magistrat peut dire OK, quel est votre patrimoine maintenant? Et puis on voit les différences, l'augmentation du patrimoine, on voit si elle est justifiée par des revenus qui ont été déclarés ou des revenus officiels. Ok. Donc, mais chez nous, ces déclarations de mandat, elles sont complètement fermées et donc c'est vraiment qu'un magistrat qui peut y avoir accès. Mhm. En France, suite à l'affaire Cahuzac, mais ils ont ouvert les déclarations de patrimoine de manière beaucoup plus publique. Alors, pour certains mandataires, elles sont disponibles sur Internet. Pour d'autres, il faut aller en mairie pour les consulter. Mais, donc, il y a une certaine accessibilité. Et là, de nouveau, le Gréco recommande à la Belgique de rendre public sur un site Internet les déclarations de patrimoine des mandataires. Ok. Alors Et ça, est-ce qu'ils c'est... mentionnent à un moment donné Cumuléo ou pas du tout? Quand Le ils font Gréco, leurs oui. Le recommandations Gréco, j'ai eu beaucoup de contacts avec le Gréco. Mhm. Quand ils viennent en Belgique, je les ai plusieurs fois rencontrés. Ils consultent les autorités publiques, mais ils consultent aussi la société civile Ok. pour avoir un bon équilibre dans leurs recommandations. Et donc, oui, ils parlent de Cumuléo dans leur rapport. Et donc voilà, mais ça serait bien qu'en Belgique, on développe un système de transparence des déclarations de patrimoine, parce que c'est important aussi. Ouais. Euh, et voilà, il y a des suspicions sur certains mandataires, sur des augmentations de patrimoine immobilier, par exemple, dont on peut parfois se poser la question de savoir est-ce que, voilà, alors ça peut être tout à fait légal, ça peut être lié à des héritages et tout ça, mais parfois la question se pose. Donc, moi, je suis la recommandation du Gréco à ce niveau-là pour lutter contre la corruption et ça serait bien qu'on avance sur cette transparence à ce niveau-là aussi. Et si on revient sur le site web de Cumuléo, concrètement, comment ça se passe donc si on va sur la page d'un mandataire, par exemple, est-ce que tu peux expliquer concrètement qu'est-ce qu'un visiteur sur le site peut voir? Oui. Donc, un des avantages du Cumuléo, c'est que chaque mandataire a sa page dédiée. Alors, ce n'est pas le cas au nouveau moniteur. Il doit y avoir une trentaine de fichiers qui ont été publiés depuis 2004, avec parfois des corrections. Mais au moniteur, on ne corrige pas les fichiers d'origine. On publie un nouveau fichier qui corrige. Donc, c'est très difficile. Si on veut suivre l'évolution des mandats d'un mandataire, c'est compliqué de le faire avec le site web du moniteur ou de la Cour des comptes, d'ailleurs. Donc, sur Cumuléo, l'avantage, c'est que chaque année, je fusionne toutes les nouvelles déclarations avec l'historique des mandataires. Donc, si les gens vont sur la page d'un mandataire dans Cumuléo, ils vont voir tout l'historique de ces mandats publics, privés, dans des ASBL, dans des sociétés, en Belgique et à l'étranger. D'ailleurs, tout doit vraiment être déclaré. Et donc, ils peuvent, comme ça, voir sur une page tout l'historique des activités de ce mandataire. Ok. Et est-ce que tu as déjà été contacté par un mandataire ou est-ce que tu as déjà reçu des mails, pas de menaces, mais ou peut-être, hein, est-ce que tu as déjà reçu Oui, des... il y a des mandataires qui, effectivement, ne sont pas très contents. Il y a des mandataires qui demandent de supprimer leurs données. Mais il y a pas longtemps, il y a quelques mois, par exemple, il y a une mandataire qui est allée jusqu'à l'autorité de protection des données pour faire supprimer ça. Alors, bon, j'ai pris des avocats pour défendre ma vision des choses et j'ai eu une très bonne décision de l'APT qui reconnaît que c'est un travail de nature journalistique.
et que donc il y a une liberté d'expression, une liberté d'informer, que cette liberté est garantie par des textes de conventions internationales et que, dans le cas échéant, en fait, ici, la demande de suppression de données était tout à fait légitime et que Cumulio avait eu tout à fait raison et c'était légitime d'avoir refusé de supprimer des données. Donc voilà, ça arrive régulièrement. Et tu as reçu quoi? Tu as reçu un mail d'abord avec une première demande de suppression ou... Oui. Oui, c'est très facile. Hein. Le mandataire dit je souhaite que vous supprimiez toutes mes données à caractère personnel sur votre site. Alors bon, déjà moi, je réponds en argumentant de manière très complète. Et puis bon, elle ne s'est pas satisfaite de cette réponse. Elle a envoyé un mail à l'APT en disant voilà, j'ai demandé qu'on supprime mes données, le responsable du site refuse, donc j'introduis un recours auprès de l'autorité de protection des données. Donc, et ça prend 2 ans avant d'avoir une décision. Donc, Et donc ça a été clôturé ou c'est encore clôturé, voilà. Non, okay. Non, l'APD a remis sa décision. Et c'est bien parce que ça crée une sorte de jurisprudence aussi. Voilà, alors il y a un droit à l'oubli qui potentiellement, mais ici on parle quand même de personnes qui ont exercé, et c'est un peu dans ce sens-là que va l'APD aussi, ce sont des personnes qui ont exercé des responsabilités publiques. C'est pour ça qu'elles se retrouvent dans le site Cumulio, sinon elles ne s'y retrouveraient pas. Et donc quelque part, ça justifie d'avoir une transparence, et une transparence aussi sur le passé, parce que donc, comme on le disait, l'objectif, c'est de lutter contre les conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts, ça ne se découvre pas toujours au tenté, au moment de l'exercice d'un mandat. C'est parfois, en revenant dans le passé, on se dit, ah, mais à tel moment, telle autorité, avec tel responsable politique, a pris telle décision, mais en même temps, vous avez aussi des activités privées qui font que cette décision, elle peut être touchy en matière de conflit d'intérêts. Donc, c'est pour ça que c'est important de garder un historique des déclarations de mandat, quoi. Et si tu devais expliquer, parce que ça peut paraître complexe pour des gens, enfin je pense peut-être en Belgique on sait tous que il y a une ouverture d'esprit et qu'on a le droit à une certaine transparence, que ça soit au niveau privé ou au niveau régional ou même national. Mais est-ce que toi tu saurais peut-être expliquer, si tu devais expliquer à je sais pas, un jeune de 15 ans Cumulio, ce que c'est et pourquoi selon toi c'est important, peut-être en quelques mots, parce qu'on a déjà beaucoup parlé évidemment, mais de manière très simplifiée. Oui, mais en fait, moi je trouve l'aspect le plus important, c'est le contrôle démocratique. Dans une démocratie, il faut que les citoyens puissent exercer un contrôle sur leurs autorités politiques et leurs autorités administratives. À l'inverse, dans un régime totalitaire ou dictatorial, il n'y a justement pas de regard possible de la société vers les responsables. Donc, ça, c'est vraiment fondamental en démocratie que les citoyens puissent contrôler leurs responsables politiques. Et donc, c'est ici un aspect du contrôle qui touche ces questions de conflit d'intérêts, quoi, de voir. C'est intéressant, par exemple, de savoir qu'un responsable politique de premier plan est aussi, par exemple, administrateur d'une très grande banque privée. Bon, on peut se dire, quand il prend des décisions qui ont un impact sur le secteur bancaire, alors, est-ce qu'il les prend en totale liberté ou bien il les prend en disant oui, mais il ne faut pas que je perde cette rémunération comme administrateur de telle banque, et si je prends cette décision-là, ils ne vont pas être contents, ils ne vont pas être d'accord avec cette décision, et donc je risque d'être mal pris. Donc ça, c'est un des aspects de ces conflits d'intérêts. Conflit d'intérêts, c'est très large. Et c'est vrai que c'est assez difficile parfois à percevoir. Ouais. Mais je pense qu'on peut tous l'imaginer. Si on, dans sa vie, on prend des décisions, parfois on prend des décisions qu'on sent qu'on doit prendre, mais qui ne sont pas, par exemple, dans l'intérêt de sa famille ou des choses comme ça. Donc, on est tiraillé, on peut être tiraillé entre différents intérêts. Mais quand on a une responsabilité publique, c'est important qu'on prenne
les décisions dans l'intérêt de la société et pas dans son intérêt à soi. Oui, c'est ça. Ouais. Donc voilà, ça c'est donc cette transparence fondamentale, le contrôle démocratique, ici sur les déclarations de mandat. Mais au-delà de ça, en fait, Cumuléo, sur le site, c'est principalement les déclarations de mandat, c'est ce qui est le plus visible. Mais les activités de Cumuléo concernent aussi beaucoup ce qu'on appelle la transparence administrative. Okay. Donc ça, c'est aller un cran plus loin dans les notions de transparence. En fait, ça découle de l'article 32 de la Constitution belge qui dit que chacun a le droit d'accéder aux documents administratifs et de s'en faire remettre copie. Et en fait, par document administratif, on entend tout document qui sont détenus par une autorité publique. Donc ça, c'est un niveau vraiment encore au-dessus de contrôle citoyen. C'est qu'on peut demander à nos autorités publiques, par exemple, moi je demande parfois des factures d'avocats qu'une commune a consultées dans tel dossier pour voir combien d'argent public elle a dépensé dans telle ou telle procédure. Okay, donc tout ce qui est public doit être accessible. Oui, en théorie. Donc tout ce qui est détenu par une autorité publique est un document public. Il y a évidemment des exceptions. Parce que si tu demandes tous les plans de sécurité d'une centrale nucléaire en Belgique, on va te dire non, il y a une exception, sécurité de la population, on ne peut pas tout donner parce que voilà, ça pourrait tomber entre de mauvaises mains. Mais c'est vraiment des exceptions limitatives. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Octavian, je suis le fondateur de Socialbox, une agence spécialisée en stratégie sur les réseaux sociaux avec réel impact. Vous pouvez nous contacter directement sur notre site www.socialbox.be. Et pour les futurs créateurs, on partage aussi plein de trucs et astuces sur nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre sur TikTok et Insta. En termes de chiffres, Cumuléo, ça représente quoi ? Combien de visites par mois est-ce qu'il y a sur le site ? J'ai vu qu'il y avait une option de soutien aussi. Les gens peuvent soutenir le projet. Est-ce que tu as aussi une newsletter ? Si oui, combien de personnes sont inscrites à cette newsletter ? Est-ce que tu sais nous en dire un peu plus sur les chiffres ? Oui. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pu regarder les statistiques, mais c'est une centaine de milliers de vues de visiteurs par mois. Okay. De cet ordre-là, à mon avis, plus maintenant. Et donc, effectivement, il y a donc beaucoup... La visibilité est donnée par les moteurs de recherche. C'est vraiment la première source de visibilité du site. Il y a effectivement une newsletter avec... je pense c'est plus ou moins 13 000 personnes qui sont inscrites à l'heure actuelle. Alors, je publie de manière très variable. C'est un peu en fonction des sujets. Quand il y a des sujets d'actualité, notamment, par exemple, il y a tout un aspect de lobbying aussi de la part de Cumuléo pour améliorer les législations. Okay. Là, il y a un travail qui va se faire au niveau fédéral pour augmenter ce niveau de transparence des autorités fédérales. Donc là, voilà, j'ai déjà publié quelque chose, je vais publier un petit peu plus, et puis parfois, pendant quelques mois, je ne publie rien. Donc c'est très variable. Ce n'est pas une newsletter systématique tous les mois ou tous les 3 mois, quelque chose comme ça. C'est un peu en fonction, en fonction des sujets d'intérêt, quoi. Donc, Et dans les visiteurs, tu as une idée un peu de qui sont les visiteurs ? J'imagine qu'il y a quand même du coup une grosse partie de journalistes qui va aller plus loin pour nourrir leurs articles peut-être ? Oui, alors les journalistes aiment bien Cumuléo, effectivement, ils me disent qu'ils l'utilisent quotidiennement. Maintenant, dans la masse des visites, ça ne représente pas grand-chose, c'est principalement des gens lambda qui s'intéressent à un politicien, qui font une recherche parfois pour toute autre chose sur le net, et puis qui tombent là-dessus, et qui, voilà, ça leur permet de voir un petit peu quelle est la sphère d'activité de ces responsables politiques. Alors maintenant, depuis aussi quelques années, et toujours sur l'impulsion de l'organe anticorruption du GRECO, de l'organe anticorruption du Conseil de l'Europe, il y a les rémunérations qui ont été ajoutées dans les déclarations de mandat. Avant, on avait juste l'indication rémunéré ou non rémunéré. Donc que ça soit 50 € ou 1 million d'euros, c'était juste indiqué rémunéré, ce qui n'avait pas beaucoup de sens parce que, évidemment, le niveau de rémunération impacte aussi le risque de conflit d'intérêts. Si on est rémunéré 1 000 € par an pour une fonction, on ne va pas prendre
des décisions Enfin, on ne va pas se dire, je ne vais pas prendre telle décision publique parce que je vais perdre cette rémunération-là. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, quand on est rémunéré 200 000, 300 000 euros par an par le secteur privé, on peut se dire que la personne va hésiter à mettre à mal cette part de sa rémunération. Donc, c'était important d'avoir une certaine transparence sur les niveaux de rémunération. Donc, ça intéresse aussi les gens. Mais ce n'est pas du voyeurisme, ça a un vrai intérêt en termes aussi de contrôle. À partir du moment où tu travailles pour le public, c'est ton choix. Tu connais tu sais ce qu'il y a en termes de transparence après. Oui, donc, mais c'est un alors, choix, en fait, il y a les rémunérations des fonctions publiques, mais les rémunérations des fonctions privées aussi. Mm-hmm. Alors parfois, c'est sous forme de fourchette et tout ça, mais enfin, ça donne quand même une idée. Donc ça aussi, c'est pas toujours très apprécié. Et notamment le cas que je citais avec la personne qui a saisi l'autorité de protection des données, la CNIL en France, parce que c'est une Française, donc ça a été une procédure binationale, mais c'était sur la rémunération de sa fonction privée. C'est là qui lui posait le plus de problèmes. C'est peut-être parce qu'en France, ils ont moins de transparence à ce niveau-là, oui, justement. en fait, elle n'avait cette transparence que via les systèmes de déclaration belges. Mais à la fois, elle a accepté un poste d'administrateur dans une banque publique. Donc, elle devait savoir les conditions. Elle devait savoir qu'elle serait soumise à une transparence de ses fonctions, notamment privées. Donc, voilà. Sinon, elle peut toujours démissionner de sa fonction qui la rend éligible aux déclarations de mandat. Elle ne devra plus être transparente. Et en termes de rémunération, justement, est-ce que toi, tu vis maintenant de Cumuléo ou est-ce que tu as une certaine rémunération Alors, les gens peuvent devenir amis de Cumuléo. C'est une forme de soutien, mais bon, c'est relativement anecdotique. Donc, c'est pas du tout... Ça permet de couvrir... Je couvre, je pense, les frais que j'ai avec le site, mais ce n'est pas du tout... Il n'y a pas de rémunération qui découle de ça. Moi, j'ai mes activités comme indépendant. C'est avec ça que je vis, avec Cumuléo. Pendant la plupart du temps, ça a été, il y avait pas moyen de soutenir. Puis voilà, il y a un moment où effectivement, je voudrais aller plus loin, dégager encore plus de temps. Donc j'ai ouvert cette possibilité de devenir ami, comme on est ami d'un musée ou quoi. Et au moins, ça couvre les frais et c'est déjà pas mal. Parce que déjà, j'y passe 70% de mon temps, plus ou moins. Alors si au moins je ne dois pas débourser directement d'argent, c'est toujours bien. Et puis voilà, les gens étaient demandeurs aussi de soutenir d'une manière ou d'une autre. C'est une manière quelque part d'être actif aussi comme citoyen, de soutenir des organes de presse, Cumuléo ou d'autres initiatives. Ça devient de plus en plus dans la tendance d'ailleurs. Donc ça, c'est le seul moyen de rémunération que tu as pour Cumuléo. Oui. Et est-ce que tu pourrais éventuellement mettre des pubs sur le site? Alors j'ai essayé un petit peu parce que j'ai eu au début de ma carrière dans le web, j'étais actif dans le domaine de la publicité, donc c'était intéressant, mais honnêtement, les gens viennent pour voir des mandats politiques, donc ils n'ont pas d'intérêt commercial. Donc en fait, c'est un peu le même problème que la presse. La publicité dans la presse en ligne ne donne pas beaucoup de résultats, donc ça ne fonctionne pas très bien. Donc je l'ai fait pour des raisons de test, plutôt de tests au niveau professionnel. Mais voilà, c'est pas l'objectif. Ça pourrait revenir, mais c'est pas dans les cartons pour le moment. Et donc, ça fait 15 ans que Cumuléo existe. Quelles ont été les étapes clés durant ces 15 années? Et aussi, j'aimerais savoir l'impact du référencement organique, tout le travail que tu as fait derrière. Tu as construit ce site à partir de zéro. Est-ce que tu as fait des choix aussi un peu techniques pour te dire, OK, pour être référencé, va falloir que je fasse ça de telle manière. Peut-être si tu sais expliquer un peu tout ça. Oui, mais donc effectivement, dans mon background professionnel, j'ai le SEO, donc il a été construit de manière à être pensé pour être bien référencé dans les moteurs de recherche. Donc oui, tout ce qui est technique est pensé à ce niveau-là, comme je le fais pour mes clients. Donc, et c'est pour ça qu'il a une certaine visibilité dans les moteurs de recherche. Et en fait, très vite, quand je l'ai lancé, j'ai lancé un communiqué de presse et ça a très vite pris. D'ailleurs,
dans les heures qui ont suivi, le serveur n'a pas tenu la charge. Je n'avais pas anticipé que ça démarrait aussi vite. Et ce qui était marrant au début, parce que moi, j'étais occupé dans les aspects techniques pour essayer de solutionner le truc au plus vite. Et puis, bon, après, je me suis rendu compte que la médiation, on disait, ça y est, le gouvernement belge a coupé l'accès à Cumuléo parce qu'ils ne veulent pas. Non, c'était juste un problème de surcharge. Supplémentaire, voilà, surcharge de visibilité, de fréquentation. Donc voilà, c'est monté très vite. Ça veut dire qu'il y avait aussi une attente, un besoin par rapport à ça. Et voilà, et puis bon, progressivement, évidemment, il s'est installé et la visibilité n'a fait que progresser. Donc, et dans les étapes, en fait, il y a au niveau des déclarations de mandat, une des étapes importantes, c'est l'ajout des rémunérations. J'ai commencé ça par moi-même, de lancer un cadastre des rémunérations. Et en fait, 6-7 mois après, l'État a ajouté ça dans les déclarations de mandat, parce qu'il y avait cette pression du Gréco. Donc voilà, je l'avais anticipé de quelques mois. Donc c'est souvent comme ça aussi, hein, les avancées, c'est on fait des choses et puis l'État, comme il y a une transparence qui est de facto là, mais l'État reprend un petit peu à sa charge les choses. Donc c'est une manière de faire avancer les choses, et tant mieux. Voilà. Et puis l'autre grande étape qui est venue assez vite, mais qui s'est développée progressivement et qui est un peu ce que je dois développer maintenant, c'est les aspects de transparence administrative dont on parlait un petit peu tantôt. Donc cet accès aux documents détenus par les autorités publiques. Aller encore plus dans les détails, encore plus loin dans ce processus de transparence. Oui, parce qu'en fait, ça fait maintenant 15 ans que je pratique ça, et avec d'autres, on a acquis une expérience vraiment très, très, très riche. On a fait évoluer les législations sur ces matières-là. Donc, je me rends compte que maintenant, il faut que je communique plus là-dessus pour aider les gens à se servir de cette transparence pour demander des documents aux autorités publiques, les obtenir. C'est un vrai combat. Quand je disais que les responsables politiques et les administrations n'aiment pas la transparence, c'est une réalité. Et donc, c'est vraiment, il faut un peu jouer des muscles pour faire respecter ces droits fondamentaux, parce que ça découle de l'article 32 de la Constitution, donc c'est un droit fondamental. Mais en Belgique, c'est pas suffisant de simplement brandir un droit fondamental pour qu'il soit appliqué. Donc, et donc voilà, ça, je voudrais vraiment plus travailler là-dessus pour aider les gens et transmettre un peu toute cette expérience acquise en 15 ans de confrontation avec nos autorités politiques et administratives. Donc ça, c'est un peu la deuxième phase de Cumuléo, on va dire, et tout en gardant évidemment les déclarations de mandat, ça ne changera pas, quoi. Je me demande en termes de faisabilité. Au début, il y a 15 ans, j'imagine que toutes les données, tu as fait énormément de travail manuel pour les implémenter sur le site. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à automatiser une partie de ce que propose Cumuléo? Je ne sais pas si il y a un nouveau mandataire. Est-ce que c'est toi manuellement qui dois le mettre sur le site, ou est-ce que tu as trouvé un moyen d'optimiser tout ça? Oui, ouais, j'ai quand même dès le début essayé d'optimiser un maximum, parce que bon, je te disais, c'est des fichiers PDF avec des milliers de pages, c'est 65 000 mandats chaque année. Ça, c'est une déclaration. Il y a la même chose, il y a une déclaration wallonne de mandat. Donc, donc c'est au final 120 000 mandats qu'il faut encoder chaque année. Donc, manuellement, je crois que je deviendrais fou si je devais faire ça. Donc, très vite, j'ai été vers un maximum d'optimisation. Maintenant, après, c'est développer des scripts pour automatiser tel et tel aspect du processus. Parce que donc, j'intègre les déclarations de mandat, mais après, je fais des calculs sur les cumuls, des calculs sur les rémunérations. Bon, et tout ça, une fois que c'est dans une base de données, c'est beaucoup simple, plus manipulable, et donc on sait faire la plupart des choses automatiquement. Pas tout, parce que, par exemple, c'est étonnant, mais le nom des mandataires varie beaucoup d'année en année. Oui, c'est ça. Il y a des mandataires qui, par exemple, les femmes parfois sont sur le nom de jeune fille, parfois sur le nom d'épouse. Mais moi, j'essaye de fusionner tout ça pour avoir vraiment un historique sur une page.
Il y a tous les mandataires aussi, surtout du côté néerlandophone, mais les diminutifs. Le nom officiel, c'est Joseph, mais ils sont connus sous le nom de Jeff. Et donc, ils apparaissent sous Joseph, une fois sous Jeff. Et donc, il faut, Tout plein de détails voilà, il faut fusionner tout ça. Et ça, bon, ça se fait un petit peu automatiquement, mais ça se fait beaucoup manuellement aussi, quoi. Donc, et est-ce que l'intelligence artificielle ça existe quand même depuis quelques années, mais maintenant que c'est un peu plus démocratisé, est-ce que tu as un réel changement, toi, dans ton day-to-day pour Cumuléo? je l'utilise pour certaines choses. Alors, sur la difficulté, c'est de pouvoir vérifier ce qui est fait, parce qu'on parfois, on voit que ça dérape complètement. Par exemple, j'avais un fichier, je voulais isoler tous les noms des mandataires dans le fichier, mais fichier PDF très mal mis en forme. Et en fait, je me suis dit, je vais essayer avec l'intelligence artificielle. Et à un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'arrivait pas à isoler les noms. Et donc, en fait, il m'avait inventé une liste de noms pour répondre à ma requête. Ok. Donc, bon, voilà. Donc, c'est Imaginatif. Oui, complètement. Donc, voilà, c'est un peu les biais de l'intelligence artificielle. Alors, c'est aussi peut-être moi qui avais mal fait. Mon prompt était peut-être pas idéal et tout ça. Mais donc, je l'utilise pour certaines choses, mais toujours en gardant l'idée qu'il faut pouvoir vérifier ce qui est fait, sinon c'est trop risqué. J'essaye vraiment que sur Cumuléo, les informations soient tout à fait exactes et qu'il n'y ait pas de biais. Mais franchement, et dans mon activité professionnelle, j'utilise aussi. Ça reste des outils qui sont assez extraordinaires et on n'est qu'à l'an 1 de l'intelligence artificielle. Donc, Mais surtout pour justement tout ce qui est moteur de recherche. Donc si par exemple moi je tape le nom d'un politicien sur ChatGPT par exemple et que je demande sa rémunération, il y a de fortes chances que je tombe sur Cumuléo. Oui. Enfin, en tout cas, que ma requête soit une source de Cumuléo et je sois redirigé vers Cumuléo. Oui, en fait, j'utilise souvent pour faire des recherches spécifiques et souvent les sources qui me citent, c'est Cumuléo. Donc, ça, c'est génial. C'est marrant doit être beau, effectivement. beau à voir. C'est tout ton travail qui est en fait, comme tu as bien référencé tout le site, maintenant un ChatGPT par exemple va référencer Cumuléo, quoi. Oui, clairement, clairement. Ok. Et est-ce que tu as des conseils peut-être, un conseil ou deux pour des PME en termes de SEO justement pour surfer sur cette nouvelle vague d'intelligence artificielle? Est-ce que tu aurais un ou deux petits conseils? Ça, c'est le début. Hein. On doit encore voir comment. Je pense qu'il faut travailler le SEO de manière traditionnelle, comme on le fait depuis toujours. Et ces outils d'intelligence artificielle se servent de ça, hein, sont souvent couplés avec des moteurs de recherche. Donc, je pense que ça va rester relativement. Je ne pense pas que ça va être une rupture. Je pense que ça va être une continuité du travail qui est fait, qui évolue tout le temps. Hein. Le SEO, moi, je l'ai connu, j'ai commencé ça un peu autour des années 2000. Hein, donc, c'était purement technique. Voilà, et ça a tellement évolué. Maintenant, ça se rapproche de plus en plus de la communication. Donc, c'est un peu le côté sympa et le côté difficile des métiers du web, c'est qu'en fait, évolue, tous les 4 ans, on se réinvente complètement et je dirais même ça s'accélère tellement. Donc, on se retrouve à avoir de multiples carrières dans sa carrière, quoi, hein. Donc, c'est un challenge permanent. Et c'est vrai qu'il faut suivre cette évolution des moteurs de recherche d'intelligence artificielle. Et parfois, moi, je crains parfois que les gens utilisent un petit peu trop ça pour poser des questions à ces outils d'intelligence artificielle et ne sont pas toujours faits pour ça non plus. Ouais. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de biais. C'est un peu des caisses de résonance de la pensée dominante. Donc, c'est parfois dommage de se limiter à ça et de ne pas aller creuser vers des opinions divergentes par rapport que l'intelligence artificielle ne va pas faire émerger. Donc, il faut garder ça à l'esprit aussi, quoi. Et est-ce que pour Cumuléo, est-ce que tu as un objectif d'en vivre ou même, enfin ça va être lié, mais c'est quoi ton objectif pour Cumuléo dans les années à venir? En vivre, alors ça serait l'idéal parce que ça veut dire que je pourrais me concentrer à 100% dessus. Mais
globalement, c'est assez difficile de trouver vraiment un business model qui fonctionne complètement sur le site. Alors, si je peux couvrir bien les frais et peut-être retirer un petit peu de rémunération, ça serait bien pour pouvoir encore plus m'y consacrer. Mais voilà, bon, ça n'a jamais été un objectif. Moi, je fais plus les choses par est-ce que c'est utile ou pas. Et puis après, je vois comment gérer les choses et je garde effectivement mon activité d'indépendant. J'ai des chouettes clients, donc j'aime bien ça aussi. Donc c'est peut-être aussi au final un équilibre nécessaire dans ma vie. Et pour le futur, oui, c'est vraiment, comme je disais, travailler sur cette transparence administrative, encore mieux faire connaître ces législations, que les gens s'en servent. Si par exemple ils ont une construction qui se fait autour d'eux, ils ont accès au permis d'urbanisme. Ils doivent pas hésiter à demander. Moi, j'ai demandé à ma commune, on m'a refusé. C'est des choses, c'est hallucinant en matière de non-transparence et de violation des droits, des droits fondamentaux. Mais voilà, c'est un combat. Et si je crois que c'est pas dans la Constitution suisse où il est écrit que les droits dont on ne se sert pas se meurent ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc il faut se servir des droits utiliser, qu'on a, il faut les utiliser, il faut questionner nos autorités publiques, il faut jouer un rôle de citoyen actif via le contrôle démocratique. Sinon, si le politique ne se sent pas surveillé, regardé, ça va être de plus en plus, c'est déjà beaucoup le cas, mais de plus en plus des intérêts privés qui vont être... qui vont guider la décision politique. C'est déjà fort le cas. Moi, je trouve que les partis politiques n'ont plus beaucoup l'intérêt général dans leur boussole. C'est de moins en moins le cas. Avec des niveaux comme l'Union européenne, c'est encore plus problématique. Donc voilà, il faut défendre nos droits. Sinon, on va les perdre, hein, Ouais. c'est clair. Donc c'est important que les gens les gens deviennent plus activistes. Et justement, cette transparence administrative, c'est un outil. Ce n'est pas simplement revendiquer des choses dans les médias sociaux. Non, c'est vraiment dire, OK, moi, je veux tous les emails que tel responsable politique a échangé avec telle entreprise. Et tout ça, c'est public. Sauf rares cas où ça tombe dans les motifs d'exception. Mais on peut aller loin. Et on arrive comme ça à vraiment argumenter ces positions. Démontrer aussi ses positions. Donc, ce sont des outils puissants en matière de démocratie. Ok, donc pour les citoyens, aller sur Cumuleo et essayer d'en savoir un peu plus, d'aller plus en profondeur sur des mandataires. Oui. Et pour les politiciens ou les mandataires, attention à ce que vous faites. Oui, voilà. Et attention aux mails que vous échangez. Oui, et effectivement, donc une des missions de Cumuleo, c'est justement d'aider les gens qui sont confrontés à des difficultés en matière d'accès aux documents publics. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux accentuer pour que les gens n'abandonnent pas face à des autorités publiques qui refusent parfois en donnant. Et j'ai cofondé d'ailleurs Anticorps Belgique, qui a développé une plateforme qui s'appelle Transparencia, transparencia.be. Je ne suis plus maintenant actif dans Anticorps et dans Transparencia, mais c'est un outil vraiment que j'ai à cœur parce que c'est un outil qui permet de faire ces demandes d'accès aux documents détenus par les autorités publiques. Et tout ça se fait de manière publique. Donc ça équilibre un peu les forces en présence parce que les autorités ne peuvent pas répondre, normalement en tout cas, elles ne peuvent pas répondre en refusant de manière avec des critères tout à fait abscons de transmettre les documents parce que c'est public et tout le monde peut voir leur réponse. Donc c'est pour ça qu'on a lancé ça et c'est géré par une ONG anglaise. Donc il y a, pour l'Europe, il y a Ask the EU si on veut faire des demandes à l'Union européenne. Donc c'est un mouvement mondial de freedom of information qu'on retrouve un peu partout dans le monde et de cet activisme citoyen en se saisissant du droit qu'on a d'accéder aux documents administratifs. Ok. Et est-ce que, Cumuleo, est-ce que vous êtes actif sur les réseaux ? Alors j'y suis. Ce n'est pas optimum parce qu'il y a aussi des périodes où je communique peu parce que j'ai d'autres choses à faire, parce que je suis en train de travailler sur le fond. Mais oui, j'essaye d'avoir une certaine visibilité
Et c'est des lieux d'échange, hein, c'est Mhm. intéressant pour ça. Hein, donc, mais il faudrait certainement faire beaucoup plus, c'est indéniable. Ok, on en parlera si tu veux. Oui, volontiers. Et est-ce que tu as un conseil justement par rapport, enfin pour les jeunes qui veulent lancer un projet, mais où ils n'arrivent pas forcément à avoir un business plan, une rentabilité derrière, parce que du coup tu as construit Cumuléo, 15 ans de travail où Mhm. tu n'es pas forcément rémunéré, donc tu as un travail à côté qui te permet de vivre et de développer ton projet à côté. Peut-être un conseil pour des jeunes ou moins jeunes qui ont un projet en tête et qui veulent se lancer. Oui. Alors l'idéal, c'est effectivement de trouver quelque chose voilà, qui permet de mettre du beurre dans les épinards et où effectivement on fait quelque chose d'utile. Je pense que ça reste l'idéal. Maintenant, il y a certaines matières, un peu comme Cumuléo, où c'est assez difficile de trouver un intérêt commercial. Mais regarde, il y a beaucoup de gens. Encore hier, j'ai eu une réunion avec quelqu'un qui veut lancer justement un projet un peu dans cette même mouvance. Et la question, effectivement, du business model se pose très rapidement. Bon, et c'est compliqué. Dans ces matières-là, c'est compliqué. Alors évidemment, il y a la possibilité d'avoir peut-être parfois des subventions publiques, mais personnellement, moi, je l'ai toujours refusé. Enfin, c'est pas que j'ai refusé, j'ai même jamais essayé d'en avoir parce que c'est à un moment on perd aussi de sa liberté. Il n'y a rien à faire. Les subsides sont utilisés aussi comme moyen de pression par le monde politique. C'est courant des ASBL qui, si elles critiquent un petit peu trop le monde politique, mais on leur fait comprendre que peut-être l'année prochaine, ça va être difficile d'avoir Mhm. un renouvellement des subsides. Donc ça se met sous une forme de dépendance par rapport aux personnes sur lesquelles on est actif en matière de contrôle. Donc ça crée en fait une situation de conflit d'intérêts. C'est de dire à un moment, oui, ben, si je suis subventionné par telle structure, ben, je ne vais pas trop critiquer tel aspect parce que du coup, je risque de perdre ma subvention. Mhm. Ça, c'est un bel exemple de conflit d'intérêts. Et surtout dans ton cas où c'est dans la transparence Oui, absolue oui, pour tout le monde, donc oui, tu peux pas te permettre d'avoir un coup de pression en fait. oui, Sinon voilà. ça Donc, perd l'objectif de cumuler. Ouais. oui, donc j'ai jamais voulu avoir de subventions publiques. Alors il y a aussi des fondations et tout ça qui subventionnent, mais ces fondations ont aussi des agendas politiques. Mhm. Et en fait, elles instrumentalisent beaucoup les organismes qu'elles subsidient pour, au final, atteindre leurs objectifs politiques. Donc moi, je veux vraiment rester tout à fait indépendant de ça. Je suis indépendant professionnellement depuis le début. J'ai toujours eu ce statut-là et ça me convient bien. Et c'est la chose la plus chère dans ma vie, c'est cette indépendance. Ok. Donc voilà. Mais après, si quelqu'un a un projet où il arrive à aligner une rentabilité économique avec Une vision. une vision et Mhm. des choses qu'il veut défendre, bah, ça reste la position probablement euh, la plus confortable parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et donc, avoir un financement, trouver une manière de financer un projet, c'est une manière aussi d'aller plus loin, plus vite, souvent. Donc voilà. Mais dans la matière de la transparence et tout ça, c'est pas évident en C'est pas soi, quoi. évident, ouais. Avant de finaliser cet échange, est-ce que tu as par hasard une anecdote un peu croustillante? On parlait tout à l'heure de menaces ou de mails que tu pouvais recevoir. Est-ce que tu as reçu d'autres messages ou est-ce que tu as des anecdotes durant ton parcours que tu voudrais partager? Il y en a. Je suis assez, en général, assez discret sur les mails un peu menaçants que je reçois parce que j'y accorde pas beaucoup d'importance. Parfois, je vais prévenir mon avocat et ben voilà, j'envoie mes coordonnées en disant ben j'attends un retour de votre avocat. C'est souvent comme ça. Hein, ça va pas beaucoup plus loin. Maintenant, Tant mieux. ça peut parfois. Je parlais de Transparentia. Ben, mes amis de Transparentia sont pour le moment dans des difficultés par rapport à la commune de Woluwe-Saint-Pierre qui fait vraiment une procédure bâillon à leur encontre en leur réclamant 200 000 euros de manière tout à fait injustifiée, mais en faisant venir des huissiers régulièrement et tout ça. Donc, c'est pas toujours tendre, c'est pas un milieu tendre, hein, la politique. Mhm. Moi, j'ai eu cette chance que Cumuléo a tout de suite eu de la visibilité. Et c'est une bonne protection, en fait, cette visibilité. Mais je connais aussi beaucoup de gens qui ont vécu des choses très, très difficiles parce qu'elles menaient des combats
par exemple au niveau communal, mais donc sans visibilité, des combats d'un citoyen contre une autorité publique, on pèse pas grand-chose. Ces gens font appel à tous les avocats, ils font payer tout ça par de l'argent public. Donc c'est un puits sans fond. Ils peuvent se servir et dépenser des dizaines et des dizaines de milliers d'euros en frais d'avocat. Le citoyen, lui, ne sait pas comme ça dégager 100 000 euros pour se défendre. Donc voilà, c'est pas toujours tendre, il faut faire attention, il faut être prudent. Mais voilà, bon, oui, des anecdotes, il y en a certainement. J'en ai pas qui me viennent comme ça, mais oui, par exemple ces procédures. Par exemple, j'avais aussi j'ai découvert via une décision de nouveau de l'autorité de protection des données qu'une mandataire bien connue qui avait demandé à ce que sa fiche soit déréférencée de Google. Et Google avait refusé. C'est parce que je lui donnais une étiquette politique. Elle n'est pas membre d'un parti, mais elle doit toute sa carrière à un certain parti, donc c'était logique de l'étiqueter de ce parti-là. Et c'est dans une procédure dans laquelle Google a été condamné en Belgique à 700 000 euros de 700 000 euros. Oui, 700 000 euros de dédommagement. Et donc voilà, j'ai découvert par hasard qu'en fait, un des référencements qu'elle contestait, c'était cet étiquetage politique de la part de Cumulio. C'est toujours marrant. Ou parfois, je lis des comptes rendus de commissions parlementaires ou de plénières, et puis je vois un sujet, et puis je me dis, ah oui, il parle de quelqu'un qui a fait une telle demande, et puis je me dis, ah mais c'est une demande que j'ai fait moi. C'est des choses qui sont parfois marrantes de voir que en fait ça titille un peu le système et c'est très bien, quoi. Ça fait un peu bouger les lignes à mon niveau. Je ne sais pas révolutionner le monde, mais voilà, jouer on me dit parfois un grain de sable suffit pour enrayer un peu la machine donc voilà. Merci pour tout ton travail qui permet de la transparence en Belgique en tout cas, et merci aussi pour cet échange. C'était super intéressant d'en savoir plus. Oui, merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut retrouver Cumuléo, et si l'audience souhaite te contacter, comment est-ce qu'on peut te contacter? Alors Cumuléo, c'est le site web, cumuléo.be, c'est très simple. Pour me contacter, c'est info@cumuléo.be. Donc c'est une initiative personnelle Cumuléo, donc je suis le seul qui est derrière, donc qui répond aux mails. Donc les gens ne doivent pas avoir d'inquiétude par rapport à qui aurait accès aux informations. Et puis sur le site, il y a mon numéro de GSM, il y a toutes les informations pour me contacter, quoi. Ok, génial. Et pour le podcast ici, c'est par les créateurs pour les créateurs qui est diffusé. Donc cet épisode, il sera diffusé sur YouTube et sur Spotify, et puis en petite capsule sur les réseaux sociaux. Et c'est supporté par Socialbox, qui est du coup mon agence, et on met en place des stratégies pour les réseaux sociaux. Voilà, comme ça, on a toutes les informations. Je te remercie encore une fois et à la prochaine. Merci à toi, oui, volontiers.